Bonjour, c'est Capucine. Bienvenue dans cette vidéo ou ce podcast suivant sur quelle plateforme vous l'écoutez. Aujourd'hui, je suis avec Geneviève Belot, ostéopathe. C'est aussi ma maman, ostéopathe depuis plus de 30 ans, Oui, 35. je soigne des gens depuis plus de 40 ans. 40 ans. Voilà. J'ai commencé Donc, l'école de kiné et kiné, ostéo. oui, voilà, avant. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie qu'elle vous parle de l'évolution du crâne et de la face et un petit peu aussi sa manière d'approcher des techniques crâniennes qu'on connaît un petit peu en ostéopathie parce que j'ai jamais retrouvé d'autres ostéopathes qui travaillaient comme elle. Et je trouvais ça dommage de ne pas partager ses connaissances et sa manière de voir le crâne. Est-ce que tu peux déjà nous dire un peu la globalité, tu vois, quand on regarde un crâne, qu'est-ce qu'on regarde ou qu'est-ce que toi tu vois? Moi, ce que je vois dans le crâne, je vois l'évolution des espèces et puis je vois l'évolution de la personne et je vois, la possibilité d'adaptation, quand je regarde une personne, la première chose que je regarde, c'est comment elle porte sa tête. D'accord, c'est Comment l'équilibre général de la tête, finalement. C'est très important et quand on regarde un profil, c'est est-ce que le menton est rentré? Il faut imaginer le trou occipital, comment il est situé, la position, des yeux aussi. Énormément de gens ont les yeux vers le bas, le menton rentré et De, de- puis, imaginer surtout c'est, la base du crâne, donc savoir si cette partie-là est horizontale, voilà. C'est donc, ça que je regarde voilà, pour ceux qui et je n'ont pas regarde les quelle images, influence ça a sur le reste du corps, voilà, ceux qui parce n'ont que pas je les, regarde de profil. Voilà. voilà, donc regardez le profil. Et puis pour ceux qui n'ont pas les images, parce qu'il y aura aussi une version podcast, tu as montré un crâne avec le trou occipital et donc vraiment cette idée que l'occiput doit être à l'horizontale. Et c'est dans notre évolution une des caractéristiques aussi de l'humain, on va dire, par rapport Surtout au singe, le quoi. centre du corps qui se situe ici et qui passe par les corps vertébraux des vertèbres et qui vient descendre, trochanter par exemple, L3 et puis plutôt sur l'avant de la cheville. Donc je regarde cet équilibre, est-ce qu'il est respecté et par où je vais intervenir, qu'est-ce que cette personne a besoin, voilà. D'accord. Mais Donc, pas fait partie du reste. si par exemple on a quelqu'un qui est un peu rétrograde, le regard en bas, qu'est-ce que tu fais? Je vais tester aussi, je vais regarder les muscles sternaux, s'ils sont trop courts. Et puis, la grosse difficulté, c'est de savoir si c'est acquis, voire volontaire. Il y a des gens qui volontairement se sont mis dans cette position-là pour étirer leur cou. Donc là, c'est pas évident. Et là, j'ai eu encore hier une personne qui a fait du Mézières. Et dans le Mézières, qui était très très à la mode, c'était des étirements postérieurs, des chaînes postérieures. Et elle me dit, mais moi encore, quand j'ai mal au dos, je verrouille mes lombaires, j'étire mon cou et je fais ça. Donc là, volontairement, elle le fait. Ah, Alors que normalement, il y a un équilibre. oui, ça c'est intéressant parce que du coup, il y a aussi des croyances des patients qu'il faut pas étirer ou tenir d'une certaine manière. Euh, Et donc, il faut, en contrepartie, une personne, quand on visualise, on voit quelqu'un comme ça, il faut imaginer une personne dans un pays africain ou autre qui porte un poids très fort sur la tête. Ils peuvent porter 30 kilos sur la tête. Donc, oui, le réflexe d'autograndissement, c'est complètement l'opposé de ce réflexe. oui, donc voilà, il y a vraiment une histoire un peu globale. Regardez la posture et tu parles ouais, du réflexe d'autograndissement qui est super, qu'on utilise toutes les deux, hein, en utilisant, nous, on met des poids sur la tête de nos patients, justement pour qu'ils expérimentent et qu'ils ressentent ce réflexe d'autograndissement et d'avoir la force à l'intérieur de leur corps. Et ensuite,
quels sont les facteurs, toi, pour revenir un peu plus sur le crâne, qui vont faire la croissance de la face, tu vois, chez un nourrisson Là, c'est pareil, il faut visualiser l'évolution de l'homme, des humains, depuis qu'on a quitté nos cousins, les grands singes. Les grands singes sont devenus grimpeurs, ils ont une seule courbure de la colonne, ils ont le trou occipital qui est incliné et postérieur, et nous, avec une forme de crâne, un crâne plus petit, une grosse gueule, et nous, on a un crâne qui est avec le trou occipital vraiment horizontal et plutôt antérieur par rapport à nos singes. Et l'évolution de notre crâne, est liée à notre motricité. Donc les singes ont une forme de crâne comme on les connaît aujourd'hui, parce qu'ils sont devenus grimpeurs, ils se sont spécialisés dans la grimper, et nous, on s'est spécialisé dans la marche et dans l'endurance. C'est la marche, c'est pas vraiment la course, mais l'endurance. Et la course, la marche, l'endurance a fait qu'on a amélioré notre lordose lombaire, et le résultat de la mécanique a fait une évolution du crâne. Donc, l'enfant qu'on voit, on sait que si on veut que son crâne évolue, il faut la motricité externe, la marche, le rampé, le plat-ventre et tout ça, pour pouvoir placer placer l'occiput. Je dis toujours, c'est comme si on tirait sur ma queue de cheval pour placer l'occiput à l'horizontale. Donc là, c'est vraiment bien comprendre comment le crâne s'est fait. Donc finalement, le bébé, son job, c'est de passer de rétrognate à occiput à l'horizontale. Finalement, si on n'avait qu'un seul truc à faire, c'est ça. Je dirais que le premier boulot du bébé, quand il naît, il passe, en général, il sort l'occiput, à droite ou gauche, et le premier mouvement qu'il fait, c'est un mouvement RTSC, extension cervicale. Et après, il y a beaucoup d'erreurs, c'est qu'on tient trop la tête des bébés alors qu'ils savent la tenir. Et puis, il y a le coucher dorsal, bien entendu. Ouais. Et puis, tous les poussettes, les tiens-lui la tête, des choses comme ça gêne la croissance. Donc, on est sans arrêt en train de retravailler ça, parce que l'occiput a une influence sur le temporal sur la mâchoire, sur l'avancée mandibulaire. Et puis, le sphénoïde a une influence sur le massif facial. Et le massif facial, il est, comme tous les os, il est hautement adaptable. Donc là, je vais te dire un petit truc, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que l'os est extrêmement fragile et en perpétuel remaniement, sans cesse résorbé. Il se reconstruit sous l'influence des plus petites causes mécaniques, fonctionnelles, endocriniennes et circulatoires. C'est COEP. J'avais noté ça dans un de mes dossiers. Le crâne, comme les autres os, il s'adapte en permanence. Donc voilà, il y a vraiment la motricité générale qui va modifier la forme du crâne. Et aussi, tu vois, moi, on m'a pas, je ne sais pas si je ne l'ai pas compris à l'école d'ostéopathie ou qu'on ne me l'a pas expliqué, tu vois, mais cette idée qu'il y a vraiment, on imagine que le crâne, comme s'il s'ouvrait entre la voûte et la face. Et ça, c'est pas quelque chose, on nous a appris, le mouvement des os du crâne, blablabla, les prises à 5 doigts et tout ça, mais cette idée que l'occiput doit se retrouver à l'horizontale et que la voûte, elle s'ouvre et que la face, elle s'ouvre aussi, que la mâchoire, elle descend. Et ensuite, toutes les forces de la langue, des yeux, tout ça. Et donc, la mécanique liée à l'évolution et liée à la croissance de l'enfant, il y a une rotation occipitale qui se fait comme ça pour amener l'occiput. Et l'angle de la base, il s'est fermé au fur et à mesure de notre évolution. Et cet angle qu'on va tester avant de faire de l'orthodontie, eh bien, la rotation, elle se fait, l'angle de la base, là, c'est pas la syndrose, la SSB, c'est sous la selle turcique, c'est intraosseux dans le sphénoïde, dans le corps du sphénoïde. Oui, ça, nous, on n'a pas vraiment d'action dessus directement, on va dire. C'est parce que... Non, surtout pas, c'est pas nous avec nos mains, ça c'est surtout pas nous.
Mais par contre, c'est comme ça que les paléoanthropologues, quand ils trouvent un crâne, ils vont le radiographier, ils vont voir quel est le degré de fermeture de cet angle pour savoir s'ils le placent dans nos plus proches ancêtres ou dans nos plus lointains. Parce qu'au départ, il était plus plat et il se ferme, cet angle. Donc, il faut vraiment imaginer cette ouverture-là chez un enfant, puis chez les adultes aussi, quoi. Mm. Mais après, il y a la croissance. Les os savent grandir, puisqu'il y a les sutures. Les os vont grandir, ça, ils ont le programme. Mais il y a le cerveau qui, à l'intérieur, pousse. Ça fait une poussée à l'intérieur. Au niveau de l'œil, il y a l'œil qui pousse aussi. Et au niveau de la face, c'est la langue. La langue qui pousse, qui fait grandir, et les lèvres qui freinent. Et donc, les dents, elles se placent entre la langue et les lèvres. Et j'ai encore vu hier un gamin qui est lèvres ouvertes comme ça, et même des adultes, plein d'adultes. Si la lèvre n'est pas tonique, si la langue n'est pas au palais, il manque un facteur de croissance. Et le dernier facteur, c'est la respiration nasale. Le flux de l'air va faire une espèce de... Ça fait un effet turbine qui va grandir la face. Et donc, les gens qui sont respirateurs, suivant les pays, suivant s'il fait chaud, il fait froid, ils vont avoir des faces, des nez très larges. Et hier, des personnes, j'ai pris les narines comme ça, pour leur faire sentir qu'il faut dilater les narines. Et l'air est important. J'avais une professeure d'acupuncture, de médecine chinoise, elle se moquait de nous parce qu'on avait des petits nez, parce qu'elle était d'origine chinoise. Elle rigolait parce qu'on avait des petits nez. Oui, donc finalement, à chaque fois qu'on observe quelqu'un, si on a des lèvres un peu molles, un nez un petit peu pincé, on sait déjà que le crâne, il n'a pas bien évolué parce que l'air, elle n'est pas passée, parce que des fois, on va retrouver, si on voit les dents bien droites, on se dit, ah tiens, il y a peut-être eu de l'orthodontie. Si on retrouve une langue basse et puis une bouche ouverte et puis des dents droites, a priori, c'est qu'il y a eu de l'orthodontie quelque part. Donc, tout ça, c'est les facteurs de croissance. La mastication. La mastication. Si les gens mangent des purées et tout ça, il n'y a pas de contrainte sur la face. La mastication influence aussi sur une croissance. Tu prends une personne qui est d'origine africaine, elle va, en général, ils ont des magnifiques dents, ils ont de la place, ils ont des grosses dents, parce que traditionnellement, ils mastiquent beaucoup. Et moi, j'ai un beau-frère, et enfant, il est congolais, on lui donnait un os de poulet à ranger, et il fallait casser l'os pour manger la moelle. Donc, si il y aura un petit Français bien blanc qui casse l'os avec ses dents, il dira la société a changé, mais pour l'instant, c'est pas ça. Ouais. Donc, ils ont une distance dans les dents, c'est impressionnant. Et puis après, il y a la mimique autour. Donc ici, la face, ça s'adapte beaucoup parce qu'il y a les sourires, il y a tous les muscles de la face qui ont une influence. Je regarde aussi je regarde souvent où sont placées les pupilles, comment sont les paupières, il y a plein de signes qui peuvent être observés. D'accord, bon, je pense qu'on a fait un bon tour de déjà des facteurs qui peuvent influencer la face, hein, donc que ce soit la motricité générale, puis plutôt des choses un peu plus intrinsèques, je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, la langue, les yeux, tout ça, l'air qui va former la face, et on va bien voir chez l'adulte, en fonction de sa forme de visage, quelles sont les contraintes qui ont été exercées lors de sa croissance, et puis encore adulte, et puis c'est des choses qui peuvent se modifier, puisque dès qu'on va faire fermer la bouche, faire respirer par le nez, on va avoir des modifications qui vont rentrer en jeu, quoi. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous voulez retrouver plus de choses, vous pouvez aller sur le blog Le Mouvement qui Soigne, vous inscrire, recevoir plein de bonus, de newsletters qui vont pouvoir vous accompagner
en tant que professionnel, ostéopathe, kinésithérapeute, sur la prise en charge de vos patients. Merci.